Le partenaire privé est rémunéré directement par l'acheteur sous la forme d'une redevance. C'est l'une des principales caractéristiques des PPP. Dans un souci de transparence, le décret du 25 mars 2016 prévoit, s'agissant des marchés de partenariat, que les clauses relatives à la rémunération doivent distinguer la partie de la rémunération relative au coût d'investissement, celle relative au coût de fonctionnement, celle relative au coût de financement et, le cas échéant, celle relative aux revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de valorisation du domaine. Classiquement, on peut donc distinguer la redevance financière qui couvre tout d'abord les coûts d'investissement. Ils incluent notamment les coûts d'études et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires. Il s'agit des coûts exposés par le partenaire privé pendant la période de construction. La redevance financière couvre également les coûts de financement. Il s'agit des intérêts de la dette. À noter que la cession d'AI, acceptée, portera sur 80% de cette redevance financière. On trouve ensuite les redevances d'exploitation et de fonctionnement qui couvrent la rémunération liée aux prestations d'entretien, maintenance, de GER et des éventuelles prestations de services. Enfin, on peut trouver une rémunération qui sera négative, correspondante aux recettes annexes. L'article 83 précise que la rémunération du titulaire est liée à des objectifs de performance assignés aux partenaires privés pour chaque phase du contrat. Comme expliqué ci-avant, ces objectifs de performance se traduiront par l'application de pénalités qui viendront impacter le montant des redevances liées au coût de fonctionnement. Le contrat doit prévoir les motifs et les modalités de variation de la rémunération. En principe, les composantes de la rémunération liées au coût de fonctionnement sont révisées annuellement par l'application d'une formule d'indexation qui doit être définie dans le contrat. La définition de cette formule est très importante et l'acheteur doit veiller à ce qu'elle soit fondée sur des éléments vérifiables et cohérents eu égard à l'objet du contrat. La rémunération peut en outre être amenée à varier dans des hypothèses limitées. Survenance d'un cas de changement de loi, des modifications, cas d'imprévision ou de fait du prince. L'article 83 de l'ordonnance prévoit que la rémunération du partenaire privé lui est payée à compter de la date à laquelle les travaux ou ouvrages objets du contrat sont achevés. Dans la pratique, cette date correspond à la date effective de mise à disposition des ouvrages. Des versements anticipés à titre d'avance ou d'acompte peuvent être versés aux partenaires privés. Ces versements permettent de diminuer les coûts du projet. Il est nécessaire que la cadence de ces versements et les conditions auxquelles ils sont soumis, notamment concernant l'exigence de réalisation de jalons, fondation, sortie hors d'eau, hors d'air, etc., soient bien définies dans le contrat. Le marché de partenariat doit enfin préciser les conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par l'acheteur au titulaire et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalité ou de sanction font l'objet d'une compensation. Comme il a déjà été indiqué, une telle compensation ne peut pas avoir lieu sur la part de la redevance financière qui a fait l'objet d'une cession acceptée. Les modalités de paiement des sous-contractants, principalement le constructeur et le mainteneur, sont définies dans leurs contrats respectifs. En principe, le constructeur est payé par les tirages sur les crédits au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Un échéancier de paiement définissant des jalons de paiement est en général arrêté entre les parties. Une procédure de vérification faisant intervenir aux côtés du constructeur le conseiller technique des prêteurs et la société de projet permet de s'assurer de la bonne réalisation des travaux prévus dans le jalon et d'autoriser le paiement. Le mainteneur, pour sa part, perçoit les composantes de la redevance reçue par le partenaire privé au titre des prestations dont il a la charge. Il est rémunéré dans les mêmes conditions que le partenaire privé, même cadence, même formule d'indexation, etc. Les recettes annexes sont devenues une sorte de nouveau critère pour justifier du recours au marché de partenariat, car elles permettent de faire baisser sensiblement le coût d'exploitation du projet, voire, sous certaines conditions, son coût d'investissement. Ainsi, de nombreuses personnes publiques justifient le recours au marché de partenariat par la possibilité d'obtenir des recettes annexes, ce qui fait échec aux critiques émises à l'encontre de cette formule juridique et de son caractère onéreux par rapport à d'autres contrats de la commande publique.
À titre d'exemple, les derniers PPP lancés par la région Île-de-France relatifs à la construction ou à la rénovation de lycées prévoient bien la possibilité pour l'opérateur privé d'obtenir des recettes annexes, notamment au travers de la valorisation du foncier. Ces recettes annexes peuvent être issues, premièrement, de l'exploitation par le partenaire privé d'activités connexes au projet. Ces activités peuvent consister en l'exploitation d'une crèche, d'une cafétéria ou en l'organisation de spectacles, de conférences ou de séminaires. C'est l'exemple des arènes sportives. Deuxièmement, ces recettes annexes peuvent être issues de la valorisation d'une partie du domaine mis à disposition du partenaire privé. Comme évoqué ci-avant, cette valorisation peut prendre la forme de la conclusion d'autorisation d'occupation du domaine public, de baux de droit privé sur le domaine privé ou de cession de biens. Il s'agit ici, par exemple, de la conclusion de baux en vue de la construction et l'exploitation de résidences universitaires, c'est l'exemple du campus Condorcet, ou de la construction et de l'exploitation de bureaux, c'est l'exemple de Ballard. Les modalités de versement de ces recettes varient selon le type d'activité concernée. S'il s'agit de recettes issues d'une exploitation privée de l'ouvrage construit ou connexe à cet ouvrage, elles ne sont générées qu'en phase d'exploitation et sont versées à compter de la mise en exploitation de l'ouvrage et au fil de l'eau. Dans ce cas, le montant de ces recettes peut être déduit du montant des composantes de la redevance non cédée et acceptée. Le partenaire privé peut s'engager sur un montant de recettes annexes garanti, quel que soit le niveau réel des recettes générées. Cela offre la certitude à l'acheteur d'une diminution des coûts d'exploitation de l'ouvrage. Un tel engagement est d'ailleurs pris en compte dans l'appréciation de l'offre des candidats au titre du critère relatif au prix. À titre d'exemple, on peut citer le PPP relatif au Stade de Bordeaux, où la SPV s'est engagée à verser de façon inconditionnelle une recette annexe annuelle d'un montant de 4,5 millions d'euros, tirée de l'exploitation privée du stade au travers de l'organisation de concerts, de séminaires ou autres événements. S'il s'agit de recettes issues de la valorisation du domaine, elles peuvent consister en un prix versé pour l'obtention du bail, par exemple, qui peuvent alors être versés en une seule fois à l'acheteur et idéalement en phase de construction. Dans ce cas, le montant de ces recettes est déduit du montant à financer et vient mécaniquement diminuer le montant de la redevance financière. Si leur versement est garanti par le partenaire privé, elles peuvent alors être prises en compte dans l'appréciation de l'offre des candidats au titre du critère relatif au prix. Ce type de montage de valorisation est complexe et il nécessite, eu égard aux exigences des prêteurs dans le cadre d'un financement de projet, l'élaboration d'une documentation contractuelle dédiée. En premier lieu, les prêteurs, qui ne financent pas l'opération de valorisation, exigent en principe que le marché de partenariat instaure une étanchéité entre le projet d'intérêt général à réaliser et l'opération de valorisation. Ainsi, il devra notamment être stipulé que la défaillance sur l'opération de valorisation ne pourra pas entraîner la résiliation du marché de partenariat. En outre, un régime spécifique de sanctions est précisé. Enfin, les risques de l'opération de valorisation devront être confiés à une société dédiée afin qu'ils ne restent pas dans la SPV. En outre, les prêteurs vont vouloir s'assurer, dans le cas où la recette liée à la valorisation ne serait pas payée, que le trou dans le financement sera bien pris en charge, que ce soit par l'acheteur ou les actionnaires, ou, le cas échéant et dans une certaine limite de temps et de montant, par le crédit dévolu au projet. Cette hypothèse n'est pas purement théorique, car le versement de la recette de valorisation est souvent conditionné par le caractère définitif du permis de construire lié à l'opération de valorisation. Or, comme il a déjà été indiqué, ce type de recours est assez courant. La documentation contractuelle devra donc anticiper ces cas où la recette ne serait pas versée par le partenaire privé. L'article 162 du décret dispose que le marché de partenariat prévoit les modalités d'ajustement de la rémunération du titulaire en cas de modification des conditions de financement non prévues dans le plan de financement initialement retenu dans le contrat. Cette disposition vise les cas de refinancement qui consistent pour le partenaire privé à conclure de nouveaux emprunts en cours d'exécution du contrat pour rembourser les précédents. L'intérêt d'un tel refinancement est la possibilité de profiter de meilleures conditions de financement, notamment sur le montant des commissions bancaires ou des intérêts.
Dans ce cas, il est légitime que l'acheteur puisse lui aussi bénéficier des gains issus du refinancement. Pour ce faire, le contrat peut instaurer une procédure préalable d'information de l'acheteur sur la mise en œuvre par le partenaire privé d'un refinancement. Il est également possible de prévoir que l'acheteur puisse demander au partenaire privé d'engager une telle procédure de refinancement. En cas de succès de ce dernier, il est procédé au calcul du gain issu de ce refinancement, qui correspond à l'économie obtenue par la modification des conditions de financement pour l'exécution du contrat. Ce gain est en principe défini comme le gain net de l'ensemble des frais liés à la restructuration du financement, à savoir les frais de rupture des instruments de couverture, les frais liés à la rupture des instruments de dette, les éventuelles commissions bancaires et les frais de conseil. Le marché prévoit une clé de partage de ce gain entre l'acheteur et le partenaire privé. Les gains issus du refinancement qui bénéficient à l'acheteur lui sont reversés soit sous la forme d'une révision de la redevance financière, soit par un versement en une seule fois. Le marché de partenariat doit définir le moment auquel il peut être demandé au partenaire privé de procéder à la fixation des taux et la procédure pour ce faire. La question de la date à laquelle les taux doivent être fixés est complexe. En effet, il peut y avoir un réel intérêt à les fixer au plus tôt, car cela permet de connaître avec certitude le montant de l'investissement et d'offrir de la lisibilité à l'acheteur. En outre, aujourd'hui, c'est également la possibilité de profiter de taux bas. Toutefois, cette fixation anticipée n'est pas dénuée d'inconvénients. Il y a en effet un risque de devoir recaler ou déboucler les instruments de couverture de taux en cas d'augmentation des coûts du projet ou de retard, et donc de créer des surcoûts importants. Dans ce cas, quid d'une fixation au plus tard, c'est-à-dire qui interviendrait au jour de la mise à disposition des ouvrages. Cela permettrait en effet d'éviter les risques de coûts de rupture ou de décalage des instruments de couverture de taux. Toutefois, cela laisse planer une incertitude sur le montant définitif des investissements pendant toute la durée des travaux, ce qui peut être difficilement acceptable pour l'acheteur. Dès lors, des solutions alternatives ont été mises en œuvre avec la possibilité de fixer les taux à une date où le risque de retard est relativement maîtrisé et qui peut correspondre à la date de purge des autorisations administratives. Il est également possible de procéder de façon anticipée à une fixation partielle de taux et à une fixation du reliquat à la date de mise à disposition, de façon à offrir une certaine souplesse en cas de retard, mais également une prévisibilité sur le montant à venir de l'investissement.